Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi Canal 3 Bénin pour vous informer. Tout de suite les titres du journal. Ouverture ce jeudi à Cotonou d'un atelier sur l'amélioration du cadre de gestion des déchets contenant du mercure. Organisé par la direction en charge de l'environnement et du climat, l'atelier vise à sensibiliser les acteurs sur la nécessité de prendre des dispositions afin de réduire les impacts de ces produits chimiques sur la santé des populations et sur l'environnement. Langues sans frontières, c'est le thème de l'édition 2020 de la Journée internationale des langues maternelles célébrée le 21 février de chaque année. En prélude à l'événement, le gouvernement béninois a délivré un message rendu public par le ministre Maounion Kako en charge des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle, la teneur du message dans ce journal. Plaidoyer pour la vulgarisation de la loi 2011-26 du 9 janvier 2012 portant prévention et répression des violences faites aux femmes. C'est une initiative du groupe d'appui aux initiatives féminines pour le développement intégré et durable au profit des élus locaux de Cotonou. Objectif, permettre aux femmes de mieux appréhender leurs droits et de les faire respecter en toutes circonstances. Voilà pour le titre, mesdames et messieurs, tout de suite le développement. Lancement ce jeudi d'un atelier sur l'amélioration du cadre de gestion des déchets contenant du mercure. C'est un projet qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la convention Mimata, organisée par la direction en charge de l'environnement et du climat. L'atelier vise à sensibiliser les acteurs sur la nécessité de prendre des dispositions afin de réduire les impacts de ces produits chimiques sur la santé des populations et sur l'environnement. Reportage. Face aux effets pervers des produits et déchets contenant du mercure, l'État béninois prend ses responsabilités pour réduire les risques. Et en se basant sur l'application de la Convention Minamata, la Direction générale de l'environnement et du climat met en place une politique qui s'occupe désormais du cycle de vie de ces produits chimiques et leurs déchets. Il s'agit du projet d'amélioration du cadre de gestion des déchets contenant du mercure PROGEM. La Convention de Minamata, en son article 13, a mis en place le programme international spécifique pour soutenir le renforcement des capacités des pays parties, pays en développement ou à économie en transition, afin de renforcer leurs capacités pour une meilleure mise en œuvre de cette convention. C'est donc dans ce contexte que notre ministère a rédigé ce projet en vue de renforcer son cadre institutionnel, d'actualiser ces données, de soutenir, je vais dire, les efforts d'information et de sensibilisation envers les populations cibles qui sont impactées tous les jours par les effets néfastes du mercure. Et pour le compte de cet atelier de lancement et de planification des activités, les participants auront droit à plusieurs communications sur des thématiques variées. Il s'agit entre autres des présentations sur la problématique du cycle de ces produits, l'évaluation initiale du mercure et des priorités d'action, les obligations du secteur de la santé et les composantes du projet. Le ministre du Cadre de vie et de développement durable s'est montré fier du diagnostic initial fait par ses collaborateurs dans le cadre de ce projet qui rime avec le programme d'action du gouvernement. Ce projet va nous permettre donc de mettre en place une filière de gestion des déchets contenant du mercure et toute la chaîne de mercure. Donc on va remettre de l'ordre dans cette chaîne de mercure et permettre à nos populations donc de mieux vivre. Surtout ceux qui sont des artisans, qui sont dans l'orpaillage et qui sont exposés, ils n'ont pas de protection. Donc on va pouvoir mettre des mesures sécuritaires pour leur permettre donc d'assainir leur cadre de vie. Dans le secteur de la santé, de nombreux instruments et matériels de mesure contiennent du mercure. Et les amalgames sont également fréquents dans la dentisterie. Dans le secteur de l'environnement, qui est le nôtre particulièrement, la contamination des eaux de surface et souterraines par le mercure est réelle, notamment celle en aval du lac Toho et de certaines espèces aquatiques. Le présent projet s'inscrit dans la dynamique d'une stratégie de gestion durable des produits chimiques dans une approche participative. Il ambitionne d'apporter des solutions idoines en vue d'une gestion rationnelle des produits, articles et déchets contenant le mercure grâce à ces 5 composantes techniques.
Les travaux de l'atelier durent 2 jours et vont permettre aux différents acteurs du projet d'être au même niveau d'information avant le démarrage des activités. Et pour ce faire, les travaux de groupe et des discussions sous fond de débat sont prévus. Les langues maternelles seront célébrées demain vendredi 21 février. C'est une institution de la Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture UNESCO. Cette année, le thème retenu pour la célébration est « Langue sans frontières ». En marge des manifestations, il y a un message du gouvernement à la nation, un message qui porte la voix du professeur Maouyon Kakpo, ministre des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle. Voici la teneur de ce message. Béninoises, Béninois, chers compatriotes, à l'occasion de la célébration, le 21 février 2020, de la Journée internationale de la langue maternelle, je voudrais réitérer à toute la communauté béninoise tout l'engagement du gouvernement à œuvrer pour l'instauration et la pérennité de la diversité linguistique, gage d'un développement durable. Le thème retenu par l'UNESCO cette année pour la célébration de cette journée est « Langue sans frontières ». Ce thème montre combien la promotion de la langue maternelle favorise le brassage interculturel des peuples. En effet, au-delà d'un moyen de communication, la langue est toute l'identité de l'homme. Mesdames et messieurs, loin d'être une fête, la date du 21 février doit être un instant de réflexion profonde sur nos rapports avec nos langues maternelles. Elle doit nous amener à nous engager définitivement dans la valorisation de nos patrimoines linguistiques, culturels et cultuels. Il faut donc reconnaître que les langues constituent des instruments les plus puissants pour préserver et développer notre patrimoine matériel et immatériel. Dans cette perspective, je lance donc un appel à toutes les Béninoises et à tous les Béninois pour que nous fassions une profonde réflexion sur nos rapports à nos langues maternelles et avec les autres peuples. Ce qui permettra de prendre des engagements qui valorisent nos cultures et de faire parler nos langues maternelles dans nos familles respectives. Mesdames et messieurs, engageons-nous donc tous ensemble pour relever le défi de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales au Bénin. Restons avec le ministre Kakpo Maouyon qui a signé le 7 février dernier un arrêté relatif aux conditions de passage, de redoublement et de réorientation des apprenants des lycées et collèges du Bénin. À Nati Tengou, dans le Nord Bénin, apprenants et enseignants et responsables d'établissements sont unanimes sur le fait que les différents articles de cet arrêté sont en faveur de tous les acteurs éducatifs. Nous allons suivre le reportage de Régis Hippolyte Gosso. L'arrêté date du 7 février 2020, signé par le ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle et fixe les nouvelles conditions de passage, de redoublement et de réorientation des apprenants dans les lycées et collèges d'enseignement secondaire général au Bénin. Ouvert au public après sa signature, le dit arrêté est diversement apprécié à Nati Tengou. Au niveau bien sûr de la classe de 3e, il y avait des barrières. Ces barrières consistaient à exiger de l'élève en classe de 3e 2 conditions. La première condition, c'est d'avoir la moyenne de passage et de réussir au BPC en même temps. Mais avec l'arrêté, il y a eu soulagement. Donc ces barrières-là ont été sautées. Et je crois que c'est à l'avantage de nos apprenants. Donc moi, je salue très bien cette décision du gouvernement. Selon le même arrêté, plus de choix à opérer à partir de la classe de 4e quant au modèle long ou court. L'apprenant devra faire toutes les matières jusqu'en classe de 3e. Après la lecture de cet article, j'étais vraiment séduite. Parce que, arrivé en 3e, en 4e déjà, quand on dit il y a 4e ML et il y a 4e MC, les enfants accourent pour aller dans une classe dans le modèle C ou le modèle L. Et parce que peut-être leur ami est allé là-bas, ils le suivent pour pouvoir y aller. Ils ne savent pas pourquoi ils sont allés là-bas. Maintenant que l'autorité a demandé que tous les enfants fassent la PCT, la allemand ou espagnol, depuis la 4e, ça va orienter le choix de la série
en troisième. Et ce serait très, très formidable. Une décision bien acceptée par enseignants et apprenants rencontrés à Nati Tengou. Moi, je remercie le ministre qui a pris cette décision parce que nos jeunes frères en classe de 4e ML qui ne font pas la physique pensent qu'ils sont libres d'eux-mêmes en disant que chez eux, la maths n'est pas dosée. De ce fait, ils ne travaillent pas en salle en disant que les langues vont les sauver à passer. Je suis fière parce que maintenant, chacun va travailler maintenant dans les mêmes matières et arriver au second cycle. Tout le monde fera son choix. Pour moi, c'est une bonne décision, surtout lorsque vous analysez les constats que nous retrouvons dans cette classe. Il y a plus d'élèves qui sont sans série. En réalité, ils ne sont pas même des littéraires, ils sont sans série. Vous prenez leurs notes dans les séries littéraires même, ils sont pratiquement nuls. Donc je crois que c'est une bonne décision que tous les élèves composent en matière scientifique. Au-delà de toutes ces considérations, il faut reconnaître, au dire des acteurs éducatifs, que ces différentes décisions pourront permettre aux apprenants de se mettre au pas. Je crois que c'est bien parce que quand on regarde les élèves des classes littéraires, c'est-à-dire les 4e ML, on avait l'impression que ces élèves-là, c'est des incapables. C'est des incapables et vraiment, on les voit en 4e, ils sont versés dans une paresse. Ils ne veulent plus apprendre et on a des difficultés même à les suivre. Maintenant, si on leur impose, comme c'était le cas, nous avons fait tout ça là, quand on leur impose maintenant les PCT et la langue, la seconde langue, je crois que ça va les amener monsieur, à se prendre au sérieux et à être plus conscients. Je vous assure, dans les classes de 3e, nous avons des enfants qui ont le BPC qui perturbent énormément ceux qui viennent de la 4e parce qu'ils n'ont plus les examens à passer. Ils embrouillent les camarades, pas en matière d'enseignement, mais ils sont là pour jacasser parce qu'ils n'ont plus peur de quoi que ce soit. Ils peuvent redoubler et revenir, ils redoublent, ils reviennent. Des gens ont eu le BPC depuis 2 ans, qui sont toujours en 3e, parce qu'ils n'ont plus peur, ils n'ont plus d'examens à passer. Et ça perturbe les nouveaux venus et les entraîne dans le décor. Et l'autre côté de la chose, c'est que d'autres refusent de revenir en 3e et ils abandonnent les classes. Parce que celui qui a déjà fait la classe 1 fois, 2 fois, 3 fois, avant d'obtenir le BPC et qui n'a pas la moyenne de classe, et quand on le demande de reprendre la 3e, il dit non, moi j'ai déjà le BPC, rien à foutre, et il abandonne les classes, il s'en va. Autant de problèmes qui par le passé ont mis en difficulté les chefs d'établissement et que le nouvel arrêté vient régler. C'est donc un soulagement, selon l'inspecteur pédagogique délégué de la TACORA, qui exhorte les apprenants à s'adapter aux nouvelles réglementations. Je crois que c'est un arrêté qui vient corriger beaucoup de défaillances. Et je peux même dire que l'autorité a trouvé une bonne solution en prenant cet arrêté. Je voudrais demander aux enfants de ne pas se laisser effrayer par cette mesure. Dans la mesure où ils ont chacun en eux un génie qui dort. Il suffit seulement de le réveiller et ils pourront voir entre les matières littéraires et les matières scientifiques où ils auront vraiment fait plus de prouesses. Tous les acteurs éducatifs de Nati Tengou ont positivement accueilli cette réforme qui, disent-ils, aidera à redorer le blason du système éducatif national et à former des hommes et des femmes qu'il faut. La justice béninoise a besoin de plus en plus d'un nombre important de juges. C'est dans ce cadre que des auditeurs ont été sélectionnés après un concours auquel ont pris part plusieurs jeunes étudiants. Le jeudi 20 février a eu lieu la cérémonie de lancement de leur entrée académique au Centre de documentation et d'information juridique de la Cour d'appel de Cotonou. Reportage. C'est la rentrée académique des auditeurs de justice. Elle a été lancée le jeudi 20 février par le ministre garde des Sceaux, Séverin Quenom. Ils sont au total 12 pour intégrer dès vendredi l'école de formation des professions judiciaires. Chers auditeurs, vous êtes 12 élus parmi près de 2000 prétendants. Mes félicitations. Mais comme on le dit, la récréation est terminée. La présente cérémonie marque la fin des moments d'euphorie. Vous entrez à l'école pour le parcours initiatique de 18 mois. Les cours commencent dès demain. Se dérouleront sans désemparer jusqu'à la soutenance du mémoire de fin de formation.
Ils sont les heureux du moment parce que retenus sur 2000 postulants. Et selon les organisateurs de cette cérémonie, les 12 sont les plus méritants pour avoir passé avec succès la sélection rigoureuse. Il nous faut pour aujourd'hui et demain des juges compétents, des juges intègres. C'est pourquoi, aux félicitations que je vous adresse, j'ajoute une exhortation pour faire de votre succès au concours un essai à transformer impérativement à l'issue des 2 années de formation que vous recevrez à l'école. Ce sera là plutôt votre mérite. Séverin Quenome rappelle aux responsables de l'école de formation des professionnels judiciaires le rôle qui leur revient, celui de modeler ces jeunes âmes pour en faire les champions de la justice, dont la mission sera de résoudre les conflits et de ramener l'ordre et la paix dans la cité. Pour ce faire, chacun d'eux se voit offrir un kit documentaire de 12 ouvrages pour leur assurer une formation de qualité. Je l'annonçais en titre, le groupe d'appui aux initiatives féminines pour le développement intégré et durable GAIFEDID ONG a rencontré ce jeudi les élus locaux de Cotonou. Au cours de cette séance de travail, un plaidoyer pour la vulgarisation de la loi 2011-26 du 9 janvier 2012 portant prévention et répression des violences faites aux femmes. L'objectif de cette opération est de permettre aux femmes de toutes les couches sociales et de toutes les catégories, y compris les travailleuses de sexe, de mieux appréhender leurs droits et de les faire respecter en toutes circonstances. Suivant. La présente rencontre dédiée aux élus locaux de Cotonou se veut un plaidoyer en faveur des droits des filles et des femmes. L'objectif principal de la séance, initiée par l'ONG GAIFEDID, est de mettre les élus locaux à contribution pour la vulgarisation de la loi 2011-26 du 9 janvier 2012 portant prévention et répression des violences faites aux femmes. Une fois qu'ils sont dans leurs différentes localités, ils doivent pouvoir nous aider à vulgariser cette loi pour que la population sache que les droits des TS doivent être respectés et qu'il y a un outil, qu'il y a une loi qui protège, une loi. Il y a plusieurs lois, mais cette loi spécifique-là n'est pas encore connue de ces communautés et donc il faut donc la vulgariser. Dans ce combat pour la protection des droits de la femme, l'ONG GAIFEDID met un point d'honneur sur une catégorie particulière de la gente féminine. Il s'agit des travailleuses de sexe, souvent marginalisées, brutalisées et stigmatisées. L'ONG GAIFEDID fait la promotion des droits de la femme, en l'occurrence, et ceux des travailleuses de sexe. C'est parce que l'ignorance des femmes en matière de leurs droits fait donc que les TS continuent de subir donc les violences à l'endroit de la communauté, à l'endroit de leurs clients. Et pour réduire donc cette ignorance, il faudrait que la communauté connaisse donc cette loi qui protège donc les femmes afin que ces droits-là soient respectés dans la communauté et par les clients des TS. Les droits des travailleuses de sexe sont également les droits de l'homme. Elles ont ainsi droit, comme toute personne, à la vie, à la santé, à la liberté et à la sûreté de leur personne, à l'égalité, à la non-discrimination et à la non-stigmatisation, à une vie privée, à l'accès au planning familial, à l'éducation, à l'information et à la libre expression, à la non-violence. Elles ne doivent donc pas être objet de torture ou de bavure policière, mais elles doivent être protégées par ceux-ci. Cette rencontre a permis aux élus locaux présents d'échanger activement avec les conférenciers pour non seulement lever des points d'ombre, mais aussi faire des suggestions intéressantes pour que l'opération de vulgarisation atteigne la cible visée. Le représentant du maire de Cotonou prend la mesure de la situation et s'engage avec ses pairs à mener le combat aux côtés de l'ONG GAIFEDID. Au-delà de cette séance de travail, l'ONG GAIFEDID entend renforcer son plaidoyer et l'étendre à toutes les couches de la société afin que chaque femme, quel que soit son rang social, s'imprègne de ses droits. Les autorités à divers niveaux sont également mises à contribution pour accompagner l'initiative.
Dans une émission spéciale diffusée hier sur votre télévision, le président de la République s'est prononcé sur plusieurs sujets d'intérêt national, notamment sur la démocratie au Bénin, un peuple qui, selon lui, sait prendre son destin en main. Après avoir expérimenté divers régimes politiques, le Bénin a finalement opté pour la démocratie. Le président Patrice Talon avoue qu'il continue de croire en la capacité du Bénin à faire de grandes mutations de façon pacifique. Nous allons suivre quelques-uns de ses propos. Les Béninois ont fait la preuve qu'ils sont capables de changer leur destin, de subir les mutations. Nous l'avons fait en 1990 par la conférence nationale. Et c'est ce que nous célébrons d'ailleurs. Nous disons que ça fait 30 ans qu'on l'a fait. Nous avons cette faculté. C'est pour ça que je dis que le Bénin est un grand peuple. Nous sommes capables, à un moment donné, de faire le bilan de notre parcours et de dire stop. On l'a fait il y a 30 ans. Nous sommes en train de le faire à nouveau. Je vous dis, 30 ans après, nous avons instauré la démocratie, les libertés, modèle économie libérale. Nous avons vu que nous n'avons pas été en mesure d'exploiter tout cela pour le développement, qu'on ne s'est pas mis sérieusement au travail. On a pensé que la conférence nationale suffirait à elle seule pour créer la richesse, le développement, les emplois. On vient de constater que non, ça n'a pas suffi. Mais voilà ce qui nous a manqué. Et ça, nous avons dit, nos habitudes, nous allons les corriger. Nous allons faire plus d'efforts, nous allons faire des sacrifices, nous allons perdre des choses, des libertés qu'on avait et qui devenaient incompatibles avec l'intérêt général. Nous étions pratiquement dans l'anarchie, qui est une forme de démocratie. Vous le savez très bien. L'anarchie est la forme de démocratie la plus avancée. Mais si l'anarchie ne sert pas le développement, on peut mettre fin à ça et dire non, que chacun reste dans le droit chemin. Le peuple béninois l'a montré dans son histoire, dans son parcours. Et ce qui se passe actuellement est l'illustration de cette capacité que nous avons à faire de la mutation pacifiquement. Et pour ceux qui pensent que les libertés sont aujourd'hui compromises au Bénin, le président de la République répond par la négation. Il précise qu'il se pose désormais une question de responsabilité. Il évoque le digital qui a fait une éruption spectaculaire dans les médias. Il est donc important de faire une nouvelle lecture de la situation au regard des changements numériques et la qualité de traitement de l'information. Suivant. Les libertés ne sont pas compromises. Certaines peut-être. Et je peux vous le dire, pour moi, et quand j'observe mon pays, j'observe la manière dont les choses évoluent, le pays change tout doucement à nos yeux, je n'ai pas l'impression que nous avons perdu la liberté de faire ce qui est permis et compatible avec l'intérêt général. On a peut-être perdu la liberté de faire impunément ce qui n'est pas compatible avec l'intérêt général ou ce qui est préjudiciable à l'intérêt général. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que cette ambition que le monde entier, y compris le Bénin, que nous avons eue en disant la critique des médias, quels que soient ses travers, doivent être préservés. Et c'est pour cela que partout dans le monde, on a dit qu'il faut dépénaliser les délits de presse et qu'il n'y ait que des condamnations financières civiles. Mais aujourd'hui, nous sommes confrontés à la cohabitation de l'Internet qui a fait une éruption spectaculaire dans ce domaine, de sorte qu'on ne sait plus exactement qu'est-ce qui relève des médias, qu'est-ce qui relève de la presse professionnelle et qu'est-ce qui relève simplement de l'intox et de l'activisme. Donc nous sommes dans un environnement aujourd'hui qui remet tout en cause, qui exige que nous ayons une lecture plus sérieuse de cet environnement-là. Et toujours dans cet entretien médiatique, le président Patrice Talon revient sur les besoins essentiels du peuple béninois, des besoins pressants qui obligent le gouvernement à parer au plus pressé, a-t-il laissé entendre. Mais entre faire ce qui est bien ou indispensable et trouver les moyens de satisfaire ces besoins, il se pose un problème de coordination parce qu'on ne peut ne pas être compris. L'important pour le président Patrice Talon, c'est le résultat escompté au bout du rouleau suivant. Je note que mon pays a besoin de satisfaire ses besoins les plus essentiels. L'eau, l'électricité, les pistes rurales, la route, l'école, la santé, tout nous manque. Je pense que quand on a des biens à partager, on peut avoir une idéologie du partage. Comment? Qui fait quoi? Qui prend plus que qui fait quoi? Mais quand tout vous manque, quand vous n'avez rien, votre seule idéologie, c'est de tout faire pour qu'il y ait le minimum.
C'est la situation du Bénin. C'est pour ça que je pense qu'en réalité, à l'étape où nous sommes, il n'y a pas véritablement d'idéologie pour conduire l'action gouvernementale. Il faut parer au plus pressé, il faut satisfaire les besoins les plus indispensables au développement. Alors, est-ce que faire ce qui est bien, nécessaire, indispensable, par tous les moyens, est une dictature? Alors, pour utiliser l'expression, la dictature du développement. Le développement est indispensable au peuple, aux nations, aux individus. Le bien-être moral, physique, matériel est indispensable. C'est la quête de tout le monde. C'est ce à quoi tout le monde aspire. Trouver les moyens de satisfaire ces besoins-là, ou les satisfaire par tous les moyens, même si on peut ne pas être compris, mais qu'on est de bonne foi, et qu'en plus, l'action porte ses fruits, est-ce que cela doit s'appeler dictature de développement? Je ne sais pas. Le mot dictature me paraît trop fort, très péjoratif, pour qu'on l'utilise pour la satisfaction des besoins essentiels. Et c'est sur cette note d'espoir du président de la République que nous allons refermer cette édition. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée chez vous.